Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes là pour parler des pigments en matière de tatouage. J'accueille le docteur Thierry Fusade qui est dermatologue, lasériste et qui est particulièrement intéressé par le détatouage laser, et le docteur Casadio de Marseille qui est spécialisé en dermopigmentation. Alors, la première question qui me vient, c'est qu'est-ce que les pigments qui sont utilisés pour le tatouage classique sont les mêmes que les pigments qu'on utilise en dermopigmentation? De nos jours, on n'utilise plus du tout les mêmes pigments. Évidemment, quand j'ai commencé il y a 25 ans, j'ai utilisé ce que j'ai trouvé. Et petit à petit, les recherches se sont portées sur des pigments satisfaisants pour l'utilisation médicale. Il a fallu introduire les pigments dans les blocs opératoires pour la reconstruction d'aréoles mammaires, les mamelons et tout ça. Donc il fallait absolument des pigments sécurisés. Donc on s'est un petit peu préoccupé de tout ça. Et nous avons des pigments qui n'ont plus du tout la même composition. Je vais parler de taille surtout et de composition que les pigments des tatoueurs. Nous avons une sécurité par rapport à la tenue et par rapport à la véracité de la couleur rendue. Alors plus précisément, en matière de type de molécules, il s'agit de quel type d'encre? Alors aujourd'hui, on ne parle pas d'encre dans ce qui concerne les dermopigmentations médicales. On va parler d'implants pigmentaires. Donc moi, je travaille avec des pigments qui ont eu l'agrément, les normes CE2B médicales. Ce sont des implants pigmentaires qui sont soit minéraux, soit organiques, à 90% synthétiques pour la sécurité des normes, et qui ont des tailles qui sont qui sont en tout cas inférieures à 10 microns, de manière à ne pas réaliser de granulome à corps étranger. D'accord. Et il s'agit de quel type de molécules? Parce qu'il y a une période où on utilisait beaucoup les oxydes ferriques. On n'en utilise pratiquement plus des oxydes de fer parce qu'effectivement le virage était important. Donc on va utiliser d'autres oxydes, mais pas les oxydes de fer parce qu'ils avaient vraiment rapidement des tendances à virer orangé ou bleuté suivant le type de... Voilà. Oui, ou à virer également lorsqu'on utilise des lasers pour les retirer. Oui. En matière de tatouage, de tatoueur, j'entends tatouage professionnel, non dermopigmentation, quels sont les types de pigments qui sont actuellement utilisés, Thierry? Alors en ce qui concerne les tatouages, les pigments, en pratique, c'est une lente évolution. Donc il y a des pigments qui étaient utilisés, qui sont utilisés depuis longtemps. Il y a les oxydes minéraux, les pigments minéraux et les oxydes sont encore très utilisés, que ce soit les oxydes de fer, les oxydes de titane, etc. Il y a toute une catégorie de pigments, puisqu'il y avait beaucoup de liberté jusqu'en 2003. Il y a eu dans 2003 des premières directives européennes qui ont été suivies plus récemment en 2013 d'un complément de directives européennes sur lesquelles se sont encore rajoutées des normes françaises qui limitent également le type de pigments utilisés au même titre que ceux qui sont utilisés dans les cosmétiques. Et donc on s'est retrouvé pendant longtemps avec des pigments, on va dire au début des années 2000, qui avaient tendance à être parfois même un petit peu sauvages, pour peu qu'ils soient fabriqués à distance de l'Europe, et notamment avec des pigments azo qui étaient des pigments qui étaient donnés plutôt dans le rouge et qui sont maintenant interdits. Donc on peut dire que malgré tout, il y a actuellement un certain revirement dans la politique des pigments utilisés dans les tatouages, en ce sens qu'on y apporte plus de sécurité, puisque c'était notamment ce qui avait fait un peu polémique à un moment, c'est-à-dire le problème de ces pigments qui pouvaient éventuellement, lorsqu'ils étaient utilisés en très grande quantité, poser des problèmes mutagènes. Encore une fois, ça n'a jamais été prouvé dans les tatouages, mais lorsque c'était utilisé en très grande quantité, et actuellement, depuis 2013, ces pigments n'existent plus. Cela dit, le problème actuellement de la législation européenne, c'est qu'il y a une liste restrictive, mais qui ouvre la possibilité à de nouveaux pigments qui pourraient effectivement un jour poser problème, en sachant que on est quand même plus vigilant par rapport aux choses qui sont proposées aujourd'hui.
Alors, en ce qui concerne le tatouage professionnel, on sait que ces tatouages sont stables dans le temps, hein, puisque c'est même le problème, puisque les patients qui veulent se les faire retirer viennent nous voir pour qu'on les enlève avec des lasers spécifiques. En matière de dermopigmentation, auparavant, ces dermopigmentations s'effaçaient progressivement avec le temps. C'est bien, c'est mal, je ne sais pas, mais est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, c'est toujours le cas, et c'est souvent dû à la taille des molécules également, qui permettent un effet de pâlissement, entre guillemets, du tatouage, ce qui permet effectivement l'élimination du pigment. Par contre, par rapport aux autres pigments que j'ai pu utiliser il y a de ça 20 ans, qui étaient des mélanges de différents oxydes minéraux, il s'éclaircit. Et il ne passe pas par ce mélange dont chaque composant s'éclaircit par sa propre nature. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec des pigments qui étaient au départ roses. Hein, je vais parler d'un contour de lèvres comme tout le monde peut le connaître. Et puis, à la fin, on se retrouve qu'avec l'oxyde de titane qui reste, ou ce genre, donc un contour blanc avec les autres pigments qui étaient organiques et qui sont partis beaucoup plus précocement. Donc aujourd'hui, on peut avoir des pigments qui sont moins le fruit d'un mélange d'oxydes minéraux et qui partent en totalité et sans intermédiaire, c'est-à-dire ils se pâlissent, point. Ils se pâlissent jusqu'à disparaître. D'accord. Et en combien de temps à peu près, lorsque vous faites une dermopigmentation, combien de temps après vous êtes amené à revoir le patient, par exemple pour un mamelon, pour lui refaire une dermopigmentation, pour recharger en fait? Tous les combien il faut vous les envoyer? Alors c'est vrai que en principe, on a eu, entre 2 et 4 ans, on a une bonne tenue. Je dis entre 2 et 4 ans, c'est quand même une grosse marge parce que, effectivement, suivant l'élimination, la profondeur de la pigmentation, le type de couleur, c'est quelque chose que je vois aussi beaucoup dans le capillaire puisque je pigmente beaucoup de pelades. Donc j'ai affaire à des pigments de type capillaire et donc j'assure aux patients et aux patientes qu'entre 2 et 4 ans, la tenue est bonne. Mais c'est vrai que 2 ans, c'est bien de la refaire parce que justement, elles se ternissent, les couleurs quand même, malgré tout. Donc globalement, pour le visage, par exemple, un patient qui vient vous voir, il part à peu près pour 2 ans, que ce soit pour des sourcils ou une lèvre, à peu près pour 2 ans. Et voilà. Ensuite, soit il décide de pas donner suite, et donc le tatouage, la dermopigmentation va s'effacer progressivement, soit à ce moment-là, il faut qu'il retourne vous voir pour remettre une couche en quelque sorte. C'est à peu près ça. C'est même exactement ça. C'est-à-dire que pendant 2 ans, les couleurs sont assurées. Et puis, petit à petit, il y a vraiment un éclaircissement qui fait que où la personne ne se retrouve pas avec quelque chose qui a viré, puisque c'est resté la couleur qu'on avait initialement pigmentée, soit effectivement... donc c'est un avantage quelque part. J'en reviens au capillaire parce que les cheveux s'éclaircissent avec le temps et donc ça permet à la personne de ne pas avoir des petits points noirs sur la tête ou comme avant bleus, puisque j'ai connu des personnes qui avaient des petits points bleus sur la tête ou verts puisqu'il y avait eu virage en plus des couleurs. Donc c'est vrai que ça a beaucoup d'avantages. Est-ce qu'ils sont éliminés en totalité? Ça je ne sais pas, mais je sais qu'on ne les voit plus du tout. D'accord. Tous les personnes qui font de la dermopigmentation n'utilisent pas ces pigments parce qu'on voit encore très très régulièrement des patients qui viennent nous voir qui ont eu une dermopigmentation. La dermopigmentation a viré de couleur et plusieurs années, presque dizaines d'années après, la dermopigmentation est toujours existante. Dans ces cas-là, nous, on essaie de les traiter au laser Q-switch. Avec vos pigments, est-ce que le laser Q-switché sont efficaces s'ils désirent se le faire retirer avant ces 2 ans? Alors je dois dire que depuis que je me suis intéressée justement à la pigmentation capillaire, j'ai moi-même investi dans un laser Q-switché parce que ça me paraissait indispensable de pouvoir pallier justement à un changement d'avis ou à une erreur que j'aurais fait, de manière à pouvoir... Et je peux vous dire que quand j'ai fait un tatouage ou une dermopigmentation avec mes pigments, en 2 séances, j'ai plus du tout de pigments. J'ai plus du tout.
ils ne se voient plus. Après, on ne sait pas s'ils sont toujours présents dans la peau Exactement. ou s'ils ne se voient plus, mais ça c'est vrai pour tous les pigments qu'on met dans la peau. Alors, en matière de détatouage, de tatoueurs, de tatouage professionnel, alors le problème là est bien différent parce qu'on sait qu'il y a une certaine stabilité dans le temps, que le tatouage persiste des dizaines d'années après et que malheureusement ces encres ne sont pas toujours sensibles au laser Q-switché. Est-ce qu'il y a maintenant des progrès en la matière? Est-ce qu'on peut espérer dans l'avenir proche ou lointain des encres qui soient plus accessibles? Alors il avait été proposé, toujours par les mêmes, c'est-à-dire l'école de Boston, il avait été proposé de faire des pigments en micro-encapsulage. C'est-à-dire qu'en fait le principe c'était qu'il y avait une coque, une capsule, dans laquelle étaient intégrés les pigments. Les pigments étaient des particules de tout petit diamètre, donc parfaitement phagocytables et parfaitement éliminables par l'organisme rapidement. Et l'ensemble était inclus dans des coques qui étaient transparentes, sur lesquelles étaient placées, c'était très rusé, des petites molécules de carbone qui, elles, sont sensibles au laser déclenché. Et le principe était donc d'injecter, c'était une suspension de pigments, de ces petites coques, qui étaient à l'échelle micrométrique, de les injecter de façon à ce qu'elles soient placées en site, c'est-à-dire au niveau de la région dermique. Et si le volume de la particule globale permettait la pérennisation des choses, mais si par contre on souhaitait faire retirer son tatouage, à ce moment-là on utilisait un laser déclenché. Le laser déclenché interagissait avec les molécules de carbone les atomes de carbone qui étaient placés au niveau de l'encapsulage, provoquait donc une fragmentation de l'encapsulage, la libération des pigments qui étaient de toute petite taille, en général inférieure à 40-50 nanomètres, c'est ce qu'on donne en général comme élément pour avoir une élimination rapide. Et de ce fait, après simplement une séance, on arrivait à avoir un détatouage quasi total. Ça, c'était dans la théorie. Ça a été dans la pratique aussi, puisque ces pigments ont été proposés. Je crois qu'il y avait des problèmes avec certaines couleurs, mais enfin, ces pigments ont été proposés. Et ce qui est très amusant, c'est que tout élément mis sur le marché américain est soumis à la FDA. Alors qu'effectivement, pour tout ce qui est laser, ils sont d'une relativement grande permissivité. Là, il y a eu un front de refus qui était on ne met pas ces produits dans le commerce. Sans doute, plus ou moins, il y a peut-être un lobby de tatoueurs qui en fait a insisté, ce qui fait qu'en fait, ces pigments qui étaient intéressants n'ont pas du tout été mis sur le marché. Donc actuellement, on en est là, on se retrouve avec des pigments, puisque de toute façon, la volonté, l'objectif du tatoueur, à l'inverse, c'est d'avoir un tatouage qui se pérennise. Ils se considèrent, et on peut les considérer souvent comme des artistes, ils ne font pas dans l'art éphémère, et par conséquent, effectivement, le souhait est que le tatouage se pérennise. Donc, à l'inverse, aujourd'hui, le challenge est de trouver des pigments qui tiennent et qui tiennent bien, sans justement avoir une disparition, un estompage ou un virage colorimétrique. Je crois que le coût était quand même également assez rédhibitoire pour ces encres qui étaient encapsulées. Je ne sais pas si le coût est rédhibitoire. On est aux États-Unis comme premier marché. On voit des choses effectivement qui sont relativement onéreuses, même dans le domaine du détatouage, sans même parler par rapport, en comparant le niveau de coût de prestation entre l'Europe et les États-Unis, il y a quand même une grande différence. Mais en tout cas, déjà, il y a eu un premier front de refus au niveau du FDA. Et est-ce qu'il y a d'autres techniques qui sont maintenant envisagées de façon, quand on voit le nombre de gens qui sont tatoués, le nombre et le pourcentage de ces patients qui veulent se faire détatouer, ce qui donne en valeur absolue un nombre très très conséquent, puisque on pense qu'en France, il y a au moins 500 000 à 1 million de personnes qui voudraient se faire détatouer dans les années qui viennent. On se dit que quand même on va avoir quelques difficultés. Et est-ce que ces nouvelles encres qu'on a actuellement sur le marché vont ou sont susceptibles d'être détatouées facilement? Bien, le problème est inverse, c'est-à-dire qu'actuellement, en cherchant à avoir de plus en plus de tenue dans le temps, on a des pigments qui sont de plus en plus difficiles à faire partir. Et encore une fois, on se retrouve entre la première intention, le tatouage, la deuxième intention, le détatouage. C'est le tatouage qui guide le détatouage, et le tatouage, la volonté actuellement est de le maintenir en son état et en sa couleur le plus longtemps possible. Donc il y a une certaine antinomie entre les deux qui fait que
même si on peut nourrir des espoirs, il est peu probable qu'on évolue vers des encres ou des pigments qui soient susceptibles de partir plus rapidement avec les techniques utilisées par le biais de nos lasers. Donc la seule solution, c'est les industriels dans la technologie des lasers qui vont pouvoir, on espère, nous aider dans les années qui viennent, si les tatoueurs ne nous aident pas. Il faut le souhaiter. Bon, deuxième problématique, c'est la problématique sécurité, sécurité infectieuse et sécurité carcinologique. Auparavant, je sais que les produits de dermopigmentation étaient en gros conditionnement et que par conséquent, c'était un petit peu compliqué parce qu'il fallait ponctionner dans des flacons en fait, et après qu'on utilise en très petite quantité. Donc comment pouvez-vous gérer ça maintenant de façon Alors déjà, les pigments dont je vous ai parlé depuis tout à l'heure, ce sont des pigments qui sont stérilisés de façon industrielle et tout à fait parfaite dans les pigments que j'utilise. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans des flacons, dans des gros conditionnements. Vous posiez tout à l'heure la question de pourquoi certains instituts n'utilisent pas les pigments que nous utilisons nous. C'est simplement parce que c'est très coûteux. Ça coûte très cher que vous mettiez 2 cc de pigments pour l'usage unique, comme on l'utilise dans les blocs opératoires pour refaire les aréoles. Donc les petits flacons contiennent 2 cc de pigments et ils sont aux normes CE2B. Ils ont exactement la même chaîne de normalité qu'une prothèse mammaire. Ça veut dire que rien qu'à l'échelle d'une aréole mammaire, il y en a pour 35 € de pigments à l'individu. Donc voilà, quand vous voyez que la sécurité sociale rembourse la pigmentation de l'aréole mammaire à niveau de 125 €, ça laisse rêveur. Quand vous avez fait le calcul de tout ce qui est légalement utilisable, voilà. Donc vous comprenez qu'un institut de beauté ne peut pas se permettre d'utiliser pour chaque maquillage permanent ce genre de pigments, parce que la stérilisation industrielle est satisfaisante. Et ce n'est pas le cas. On n'utilise pas du tout de pipette. Maintenant, il n'y a aucune manipulation. On prend le pigment, on trempe dedans et c'est terminé. Voilà. Donc c'est vraiment la stérilisation qui a, d'autant plus que les pigments tatoueurs sont stérilisés en grande quantité, et donc ça n'est pas une stérilisation satisfaisante ni dans la durée ni sur l'instant. Il existe vraiment 2 mondes, hein, le monde du médical et le monde des centres d'esthétique, où, en tout cas moi je sais, si je dois me faire une dermopigmentation, je sais où j'irai, hein, parce que je ne suis pas très tenté. Quant au monde des tatoueurs, c'est encore bien pire, je pense. Ça a été une nécessité parce que dans les années 2000, moi je travaillais dans un centre de cancérologie et on m'a demandé pour entrer au bloc opératoire d'avoir un matériel aux normes CE2B et des consommables du même type. Sinon, l'activité s'arrêtait. Oui, forcément. Donc, voilà. En matière, dernière question, et pour en finir, en matière de sécurité carcinologique. Alors là, c'est plutôt pour toi, Thierry, parce que je sais que les tatoueurs utilisent donc ces encres qui sont parfois un peu compliquées, de plus en plus stables et difficiles à enlever. Tu en as dit un mot tout à l'heure. Y a-t-il un risque ou pas à se faire tatouer en matière d'un point de vue purement carcinologique ? Alors, je vais juste revenir très rapidement sur le côté infectieux. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, le monde du tatouage est assez encadré par, en tout cas, un syndicat qui est relativement influent, avec des gens qui sont responsables. Et je crois qu'aujourd'hui, enfin, pour ma part, je n'ai encore pas rencontré depuis des années, et en plus, à l'époque, c'était quelqu'un qui venait de l'étranger, de Thaïlande, qui s'était fait tatouer là-bas, des problèmes infectieux. Normalement, tous les tatoueurs, maintenant, ont des autoclaves, utilisent du matériel à usage unique. Le seul point que vous souleviez, c'est vrai, c'est que pour des raisons, je pense, de coût, les pigments sont utilisés en conditionnement plus grand, mais ensuite transférés dans des carpules de petite taille sans retour à l'origine. Et ça, il y a une formation qui a bien été mise en place avec le ministère de la Santé. Et je crois qu'actuellement, à ce niveau-là, on peut dire qu'on est quasiment tranquille, hormis les gens qui feraient des choses un petit peu à la sauvage à l'extérieur de ce cadre. Mais ça, malheureusement, on ne peut pas l'éviter parfois. Pour ce qui concerne effectivement toujours ce problème qui a surtout été un peu remonté en épingle tout à fait récemment dans l'actualité,
Bien, on peut dire qu'aujourd'hui, les pigments disponibles en France, à partir du moment où ils suivent des voies d'importation ou de fabrication légale, encore une fois, sont des pigments qui sont sûrs. Si on fait une revue de la littérature, on s'aperçoit que malgré les dizaines de millions de procédures qui ont été effectuées ces dernières années, il n'y a pas de cas rapportés de cancer cutané ou extracutané induit par un pigment de tatouage. Ça, je pense que c'est un point qui est très important. Les pigments qui posaient problème et qui donc ne sont plus disponibles en France, en tout cas, ou en Europe, on va dire, et je crois que les États-Unis nous ont rejoints sur ce point-là, ne sont plus disponibles donc depuis 2013. A priori, là aussi, les quantités qui étaient utilisées étaient infinitésimales par rapport à ce qui pouvait poser des problèmes en exposition, surtout par voie aérienne ou par ingestion dans l'industrie du pigment, puisque c'était surtout les industriels et les gens qui travaillaient sur les sites de fabrication qui étaient exposés. Mais en tout cas, pour l'instant, puisque ces pigments étaient quand même sont utilisés quand même depuis vraisemblablement, je parle des pigments azo de début des années 90, actuellement, il n'a jamais été montré, pour l'instant, de phénomène de transformation cutanée sur un site avec du pigment. Je mets de côté, bien sûr, tous les problèmes de granulome et d'allergie qui sont un autre problème. Mais en tout cas, en ce qui concerne les transformations malignes, il n'y en a pas pour l'instant. Dieu merci. Donc nous allons conclure. Donc finalement, le pigment idéal n'existe pas puisqu'ils sont difficiles quand même à retirer en ce qui concerne les pigments de tatoueurs. Mais en termes de sécurité, on va dire que ce soit bactériologique ou en sécurité carcinologique, je pense qu'on peut être à peu près tranquille. Eh bien, je vous remercie pour votre participation.